19h, temps universel. Voici venu l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale et internationale. Au sommaire de ce nouveau journal, après un séjour bien rempli de succès, le guide spirituel des Ansars, officier de l'ordre de l'étalon du Faso, a rencontré la presse pour dresser le bilan de l'ensemble de ses activités dans le pays des hommes intègres, à suivre avec nos envoyés spéciaux. Le processus est désormais enclenché pour la tenue des élections législatives au Mali prévues le 29 mars prochain. La communauté internationale se mobilise d'ores et déjà pour soutenir le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en charge de l'organisation du scrutin. Aussi, 13e édition de la FEBAC, un panel de haut niveau a été initié sur la problématique du financement des PME-PMI. La ministre de la Promotion de l'investissement du secteur privé et des PME était présente pour donner un peu plus d'éclat à l'événement. Et nous sommes le 1er février 2020. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle session d'information sur Cherifla Télévision. Après la grande cérémonie de prière et de bénédiction pour le retour de la paix au Burkina Faso et dans la sous-région ouest africaine, le guide spirituel des Ansars, président du Haut Conseil islamique du Mali et du GLSM, a effectué dimanche 26 janvier une série de visites de courtoisie à plusieurs personnalités de la ville de Sia et de Bobo-Dioulasso. Le récit de ce parcours avec nos envoyés spéciaux Alhamidou Badini, Bouya Koulibaly et Ibrahim Koulibaly. Suivons avec eux. Tradition oblige, c'est chez les Djamanatigui du quartier Dioulasoba, famille fondatrice de la ville de Sia, que commence cette série de visites de courtoisie du président de la fêtière islamique du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara. Moment plein de solennité avec au menu un échange fraternel et convivial suivi des bénédictions de Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara pour sanctionner cette première étape. Prenant congé des notables de Dioulasoba, la forte délégation sous bonne escorte des forces de défense et de sécurité se rendra à Côté Dougou, village situé à 25 km de Bobo-Dioulasso. Le long de la route de Bobo-Dioulasso à Côté Dougou, un public enthousiaste saluait le guide à son passage, notamment ici au poste de police où le public scandait les hommages de Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara. C'est au rythme de cantiques islamiques que le président du Haut Conseil islamique du Mali est reçu dans cette localité du pays des hommes intègres, un témoignage de reconnaissance et de salutation de la part du président de la fêtière islamique malienne vis-à-vis de son frère dans la voie d'Allah, à savoir Cheikh El Hadj Moussa Diané. Cadeau du leader religieux de Côté Dougou au guide spirituel des Ansars, une copie du noble Coran et des habits traditionnels pour ses 4 épouses. Était présente sur place à cette deuxième étape de visite de courtoisie la ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, actrice clé de cette initiative de prière et de bénédiction pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. La visite de courtoisie se poursuivra le lundi 27 janvier où le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, accompagné d'une forte délégation, se rendra au secteur 9 chez l'ancien président de la Chambre de commerce de Bobo-Dioulasso, vétéran aujourd'hui en la personne d'El Hadj Djanguineba Baro. Mots de gratitude suivis des bénédictions du guide spirituel mettront fin à cette étape. De là à Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara se rendra à Sarfalao, secteur 17 de Bobo-Dioulasso, précisément au domicile d'Abdoulaye Sana, président d'honneur de la Fédération Ansardine Internationale. La multitude de fidèles qui s'y étaient rassemblés bénéficieront également des bénédictions du président du Haut Conseil islamique du Mali, un grand honneur pour la famille Sana. Secteur 2, quartier Surukuki, le président du Haut Conseil islamique du Mali est au domicile du président d'honneur de la Fédération Ansardine Internationale. Objectif, formuler des bénédictions pour les fidèles sur place, notamment la famille Salamantao et la doyenne mère de Surakata Salamantao. C'est cette étape qui mettra fin à la série de visites de Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara dans la ville de Bobo-Dioulasso, ville de la princesse Gimbi Ouattara.
Voilà, donc après cette belle visite, cette série de visites aux notabilités du pays des hommes intègres, nous y restons justement pour vous parler, comme annoncé dans les titres, de cette conférence de presse animée par le président de l'institution fêtière islamique du Mali, exercice auquel il s'est habitué depuis de longues années. Le guide s'est donc entretenu avec nos confrères burkinabés et c'était en présence justement de plusieurs responsables de la Fédération Ansardine internationale. Nous restons avec nos envoyés spéciaux Alhamidou Badini, Bouya Koulibaly et Ibrahim Koulibaly. Après une grande soirée de prêche sur le rôle et la responsabilité des leaders religieux coutumiers dans la restauration de la paix et de la cohésion sociale en temps de crise, tenue au stade Sangoulé Lamizana de Bobo Dioulasso, l'invité d'honneur, non moins officier de l'ordre de l'étalon, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, s'est entretenu dans la soirée du samedi 25 janvier au quartier Bobo 2010 avec les hommes de médias maliens et burkinabés. Il faut dire que cette conférence, si elle n'était pas organisée, il fallait l'organiser pour deux raisons. Première raison, aujourd'hui, Cherif Ousmane Madani Aïdara représente la communauté musulmane du Mali. Ce qui veut dire qu'il a une responsabilité, il a donc une directive à donner donc à l'ensemble donc des musulmans du Mali. Cela est aussi important pour l'Afrique, pour le Mali et pour les pays du Sahel. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe dans nos contrées, souvent les gens stigmatisent la religion musulmane. Aujourd'hui, il a prouvé à travers cette conférence que ce n'était pas le cas. Le rôle des leaders religieux dans la consolidation de la paix, sa décoration par les autorités burkinabées, la place de la femme selon les préceptes islamiques sont entre autres les questions sur lesquelles le président de la fêtière islamique du Mali a édifié les journalistes. Au sortir de cette conférence-là, on peut relever beaucoup de points. Ça veut dire d'abord que, par exemple, les questions de la lutte contre le terrorisme, il nous appelle quand même à faire recours à certaines valeurs. Le respect des couleurs, les armoiries des différents pays, le patriotisme. C'est-à-dire, accepter se sacrifier et puis mourir pour les drapeaux. Et quelqu'un qui intègre ça en lui, il ne peut pas s'enrôler à commettre ces genres d'actes-là. Je suis vraiment actif dans la lutte pour les droits des femmes. Je suis même, je représente le point focal genre de l'association des journalistes du Burkina à Bobo. Donc pour moi c'est très intéressant de rencontrer et d'échanger avec un prêcheur qui se démarque vraiment de plusieurs autres par sa modération, sa façon vraiment d'appréhender les choses qui ne confinent pas la femme dans un rôle secondaire qui permet à la femme vraiment de prêcher comme l'homme, qui accorde en gros une grande place à la femme. Certaines associations, personnalités et entreprises ont mis à profit cette conférence de presse pour décerner entre autres des tableaux, des attestations de reconnaissance et bien d'autres cadeaux aux guides spirituels des Ansars, à la famille chérifienne ainsi qu'aux réfugiés victimes des atrocités perpétrées par les terroristes. Avant de mettre fin à ces échanges avec le parterre des journalistes, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, son éminence Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, n'a pas omis de rappeler le caractère important des médias dans l'information et la sensibilisation des populations afin de contribuer au maintien et à la restauration de la paix et de la cohésion sociale. Je vous l'annonçais également dans les titres. Cette semaine a été marquée par une série de visites des partenaires et pays amis du Mali au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en vue d'élargir les concertations et de garantir un accompagnement pour la tenue des prochaines élections législatives ici au Mali. C'est donc dans ce cadre que le ministre du département a reçu ce vendredi 31 janvier les ambassadeurs de la Chine, de l'Inde et du Japon pour parler des préparatifs de ces nouvelles élections dont le premier tour est prévu pour le 29 mars 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Tout de suite, reportage.
C'est un véritable ballet diplomatique au sein du département en charge de l'organisation de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du Mali. Tour à tour cette semaine, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a reçu dans la salle du sursaut national les ambassadeurs des pays européens au Mali. Et ce vendredi, ceux de la Chine, de l'Inde et du Japon sont venus réaffirmer leur soutien pour la réussite du renouvellement du mandat des députés selon l'une des résolutions fortes issues du dialogue national inclusif. Il y a beaucoup d'événements très positifs et constructifs depuis un mois pour la stabilité de la paix et du Mali, sous l'égide de son Excellence Monsieur le Président de la République, et très soutenu par son Excellence Monsieur Alpha Boubacar Bah. Et aujourd'hui, en tant que pays asiatique, en tant que des ambassadeurs des pays de l'Asie, malgré la distance géographique entre le Mali et l'Asie, nous avons eu une belle occasion pour prendre la conscience précise, très précise et très pertinente grâce à une réunion d'information donnée par son Excellence Bah. Et puis il s'agit des élections législatives qui s'approchent à grands pas, et comme l'un des partenariats, comme une partie des partenariats de développement pour le Mali, et les pays asiatiques seront tout à fait prêts de faire leur maximum afin de mieux être aux côtés des efforts du Mali. À l'issue de cette rencontre qui prouve à suffisance la qualité des relations entre le Mali et l'Asie, représentés ici par ces trois grands pays, le ministre se dit très confiant quant à la réussite de ces nouvelles joutes électorales qui se préparent activement afin de pouvoir respecter la date du premier tour fixée au 29 mars prochain. L'Asie est là ce matin, comme hier, à côté du Mali, et cette fois-ci c'est l'occasion de les informer de ce que nous allons faire pour les législatives, et nous avons fait le point avec eux. C'est une question de redevabilité pour nous, et il vient de l'exprimer. Toute l'Asie, la République de Chine, l'Empire du Japon, la République d'Inde, en tout cas accompagne le Mali dans cet effort. C'est dans cette même dynamique que le ministre a reçu auparavant les ambassadeurs de quelques pays africains comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, ainsi que le représentant de la CEDEAO au Mali. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a également fait le déplacement en vue d'apporter son soutien aux autorités maliennes dans ce grand processus qui consolidera le tissu démocratique et légitimera le mandat des députés. Et dans le même chapitre, nous restons au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation pour vous dire que le ministre a bien voulu nous accorder une interview exclusive dans laquelle il nous parle de long en large des préparatifs de ces élections, les difficultés majeures rencontrées au cours de cette phase préparatoire, ainsi que les visites successives des différents ambassadeurs des pays amis et partenaires sont abordées dans cet entretien. Monsieur le ministre donne aussi l'assurance que ces élections des députés se tiendront à date, telles que recommandées par les grandes conclusions issues du dialogue national inclusif. Au département, nous avons élaboré un chronogramme qui a été présenté et expliqué à l'ensemble de la classe politique dans le cadre de concertation politique au centre de collectivité territoriale lundi dernier. Donc nous avons expliqué le chronogramme, nous avons également discuté avec l'ensemble de ceux qui étaient là sur les points qui les préoccupaient, notamment le problème de procuration, le problème des assesseurs et l'audit du fichier. Nous nous sommes mis d'accord que dans les jours prochains, on procédera début février à l'audit du fichier, et qu'il y aura 2 sous-commissions qui vont travailler avec l'ensemble des membres du cadre de concertation politique sur les 2 points, le problème des assesseurs et le problème de procuration. Le département ne travaille pas seul. Le département travaille avec le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense, le ministère de la Cohésion sociale et pour la paix, et les autres partenaires qui sont la Délégation générale aux élections et la CENI. Donc nous ne sommes pas seuls sur cette question pour une meilleure exécution des élections législatives. Donc à ces rencontres du cadre de concertation, il y en a eu 2, et tout cela était représenté pour donner des éléments d'information à ceux qui se préoccupaient pour par exemple les casiers judiciaires,
Le ministère de la Justice est là pour donner des éléments de réponse. Pour le problème sécuritaire, le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense étaient là pour donner des éléments d'information sur le problème sécuritaire. Et nous y travaillons tous avec l'ensemble de la classe politique et avec l'ensemble de la société civile pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes conscients que nous sommes dans un pays en guerre, mais cela ne nous empêche pas d'aller à l'exécution des résolutions de sortie, notamment les 4 résolutions sorties du débat national inclusif. Tout ça, c'est pour recrédibiliser notre pays, c'est de donner à nous tous une réelle légitimité, la légitimité qui nous permettra d'établir et de construire de manière, je dirais, plus consciente et plus réelle la confiance qui commençait à s'éroder entre nous. Donc si nous réussissons tous ces exercices ensemble, eh bien la confiance reviendra et le crédit de notre pays reviendra et donc nous pourrons résoudre tous les problèmes qui se posent à nous. Mais écoutez, les pays amis sont autour de nous depuis toujours. Donc c'est au nom de la redevabilité, la reconnaissance de cet appui-là, que nous les appelons pour les informer de long en large sur ce que nous faisons. C'est une question de toujours montrer qu'ils nous font confiance, nous leur faisons confiance. Ils nous accompagnent, nous acceptons ce compagnonnage. Donc au nom de tout cela, nous les informons de ce qui se passe. Par exemple, financiers, ils ont toujours réaffirmé leur disponibilité parce qu'ils ont créé un fonds commun qui est géré par le PNUD. Nous rencontrerons le PNUD. Mais pour le moment, ces élections se font sur les ressources propres du monde. Sur tout le territoire national, les dispositions sont prises partout où cela est possible et l'élection se tiendra. 13e édition de la FEBAC qui se poursuivra jusqu'à ce 2 février 2020. Je vous en parlais également dans les titres. Un panel de haut niveau s'est tenu dans la salle de conférence des locaux de la FEBAC sur la problématique du financement des PME-PMI. Le débat entre banquiers et acteurs du secteur privé s'est déroulé en présence de la ministre de la Promotion de l'investissement privé des petites et moyennes entreprises. Voyons tout de suite le compte-rendu de Abdul Karim Sako et de Draman Malia. La promotion du Mali par le Mali, c'est l'un des objectifs non pas les moindres qui s'est fixé la foire d'exposition de Bamako FEBAC 13e édition. Cependant, le bout du tunnel pour y arriver est encore loin dans la mesure où les PME-PMI constituent 90% de l'économie nationale et remis ciel et terre pour se faire financer par les banques. Comment y remédier, c'est toute la raison d'être du présent panel. Les difficultés auxquelles les PME-PMI sont confrontés ont été largement au cœur des débats entre les représentants des différentes banques et les acteurs du secteur privé, sous l'œil attentif de Mme Safia Bouli, ministre de la Promotion de l'investissement privé des petites et moyennes entreprises. Elle a fait prévaloir le dialogue entre les acteurs de la question du financement des PME-PMI avant de rassurer que le gouvernement, en plus de tout ce qui a déjà été fait, mettra tout en œuvre afin d'améliorer les conditions d'accès des PME-PMI au financement auprès des banques. La question du financement est une question complexe. Il y a toute une chaîne qui définit l'accès au financement des PME. Donc il y a un rôle qui est joué par la Banque centrale dans son rôle de régulateur, s'assurer que les banques commerciales répondent à des règles prudentielles qui sont appropriées. Les banques commerciales aussi doivent être assez prudentes dans le choix des projets dans lesquels elles font des investissements en donnant des prêts. Et bien entendu, les structures de microfinance ont un rôle à jouer. Mais dans tout cela, nous devons toujours garder l'œil sur l'entrepreneur. L'État doit aussi appuyer les entreprises en termes d'accompagnement. Et nous comptons le faire à travers le programme d'appui aux petites et moyennes entreprises pour tout ce qui est formation et aussi aide à l'élaboration des plans d'affaires et aux demandes de financement. Les banques aussi ont un effort à faire en revoyant vraiment comment est-ce qu'elles évaluent le risque pour les petites et moyennes entreprises. Et bien entendu, les autres institutions financières comme le Fonds de garantie du secteur privé et les institutions de microfinance doivent aussi revoir leur rôle pour toujours mettre en avant l'entrepreneur. Au cours des échanges, plusieurs témoignages ont été faits sur les problèmes liés au financement des PME-PMI. Il ressort également que le Mali, comparé à beaucoup de ses voisins de la sous-région sur la question, est en retard.
Et nous ouvrons à présent la fenêtre consacrée à l'actualité continentale africaine et internationale. D'abord en République centrafricaine où le Conseil de sécurité adopte un assouplissement de l'embargo sur les armes à Béni. Puis direction Malawi où la Cour constitutionnelle doit se prononcer sur la validation du scrutin présidentiel. Et le divorce est définitivement consommé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Enfin, aux États-Unis d'Amérique où la procédure de destitution du président Donald Trump défraie encore la chronique. Les brèves d'aujourd'hui sont signées Abdul Karim Sakour. Nous débutons ce tour d'information internationale à l'ONU où le Conseil de sécurité vient d'approuver un assouplissement de l'embargo sur les armes imposé à la Centrafrique. La France et la Russie ont eu des négociations tendues sur le sujet depuis le début de la semaine. La résolution votée prévoit un allègement de l'embargo puisque désormais les forces de Centrafrique, les FACA, pourront s'équiper de véhicules blindés avec la possibilité d'être armés d'un calibre inférieur à 14 mm et demi. La décision devra être revue dans 6 mois par le Conseil de sécurité. Si le Royaume-Uni devient le premier pays à quitter l'Union européenne, les discussions sont loin d'être terminées. Entre le bloc européen fonctionnant désormais à 27 et les Britanniques, tout reste à faire. L'avènement du Brexit sans grand changement concret pour l'instant marque surtout le coup d'envoi d'un marathon pour décider des modalités de leurs futures relations. Le sujet sur lequel ils devront s'accrocher ne manque pas. Enfin, la Cour constitutionnelle du Malawi doit annoncer en début de semaine si l'élection présidentielle remportée par le sortant Peter Mutharika en mai 2019 est annulée ou validée. Un jugement très attendu après des mois de manifestations violentes dans ce petit pays d'Afrique australe. Les 5 juges de la cour de Lilongwe, qui sera placée sous haute protection pour l'occasion, se prononceront sur la régularité de la présidentielle après avoir été saisis par des perdants, Lazarus Chakwera et Solas Chilima, arrivés respectivement 2e et 3e. L'opposition accuse le régime d'avoir manipulé les résultats de la présidentielle en utilisant notamment des blancs à corriger sur de nombreux procès-verbaux. Le camp du vainqueur nie lui farouchement toute fraude. Le président américain Donald Trump devrait remporter la victoire mercredi 5 février avec son acquittement au Sénat, ce qui viendra conclure un procès en destitution très politique en pleine année électorale. Le vote pour le verdict est annoncé pour ce mercredi. Sans surprise, ce sera très certainement l'acquittement. Les sénateurs républicains se sont opposés vendredi à la motion démocrate pour l'audition des nouveaux témoins à 51 voix contre 49. Conformément au souhait de la Maison-Blanche qui voulait à tout prix s'épargner de nouveaux témoignages gênants pour en finir au plus vite en pleine campagne présidentielle, c'est donc une très bonne nouvelle pour Donald Trump qui crie déjà victoire sur Twitter. C'est donc cette page consacrée à l'actualité internationale qui referme votre journal de ce soir en espérant que vous y avez prêté une attention toute particulière. Excellente suite de programmes sur Cherifla TV. Bon week-end à toutes et à tous et à très vite pour d'autres news. Merci.